revenu sur les cours de Jean-Phi pour le corriger de la première épreuve du CAPES mathématiques 2021. Alors, la question A1, eh bien, LK de AK est égal au produit pour I différent de K de ça, ça fait 1 puisque chaque fraction est égale à 1. Pour J différent de K, LK de J est égal à ça. Or, dans les I qui sont différents de K, il va y avoir 1 qui sera égal à J, et donc à un moment donné, on a AJ moins AJ qui fait 0. Donc LK de AJ est égal à 0, d'où le résultat. Supposons qu'il y ait un autre polynôme P de degré n-1 vérifiant P de AI égale 0 pour I différent de K et P de AK est égal à 0, alors P moins LK est un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1 qui vérifie P moins LK en AI égale 0, quel que soit I égale 1 à n. Donc il a n racines distinctes. Et comme il est de degré inférieur ou égal à n-1, il est nul. Donc P égale à LK, donc l'unicité. On avait l'existence et l'unicité. Question 2.1, P et Q des polynômes de degré inférieur ou égal à n-1, lambda appartenant à R, f de lambda P plus Q, c'est le vecteur formé des lambda P de AI plus Q de AI. Et ça nous fait donc que ça peut s'écrire lambda fois le vecteur P de AI plus le vecteur des Q de AI. Donc lambda f de P plus f de Q, donc f est linéaire. Grand 2, question 2, FLK est égal au vecteur formé des LK des AI. Et LK des AI, c'est delta IK, donc ça fait FLK égale delta I, ça est égal au vecteur des delta IK, c'est-à-dire au vecteur de K. Je rappelle que delta IK, ça vaut 0 si I est différent de K, et sinon, si I égale K, ça vaut 1. Donc ça, c'était évident. 2, 3, si X est ce vecteur-là de coordonnées, X est égal à la somme des XI et EI. Donc la somme des XI, F de EI, LI, d'après ce qu'on a démontré avant, c'est-à-dire F de somme des XI et LI, donc on voit que F est surjective. Et comme la dimension de Rn-1 de X est N, parce que c'est une base, c'est x puissance 0, x puissance 1 jusqu'à x puissance n-1, donc c'est dimension n, et que c'est aussi la dimension de R puissance n. Donc on a une application linéaire entre Rn-1 de x et R puissance n, qui sont de même dimension, et cette application linéaire est surjective, donc on sait qu'elle est bijective, elle est injective, donc bijective. Rang 3, question 1, le problème revient à dire f de P est égal à f de AK, enfin au vecteur des f de AK, et comme on sait que f est bijectif, on sait que ça toujours, il existe toujours une solution à ce problème-là, donc il existe toujours un polynôme P, vérifiant ça. Et comme f est bijective, alors ça c'est la surjection, et unicité parce qu'elle est injective bien sûr. Donc directement, existence et unicité grâce à la bijection. Question 2, on a xk qui est égal, on est dans le cas xk égale f de k, et donc on a vu que p était égal, donc on l'a vu ici, que p c'était le lk, c'était la somme des xk lk, donc c'était ici qu'on l'a vu, voilà. Donc c'est la somme des f de ak lk, voilà. C'est-à-dire la somme des f de ak produit pour i différent de k des x moins i divisé par AK moins I. Théorème de Rolle, F continue sur le segment fermé AB, à valeur de R, donc continue sur AB, dérivable sur AB ouvert, avec A inférieur à B, et F de A égale F de B implique qu'il existe C entre A et B ouvert, tel que F' de C est égal à 0. La dernière par récurrence sur N, si N est égal à 2, G de A1 égale G de A2 égale G de A3 égale 0, donc on applique Rolle au segment A1, A2, puis au segment A2, A3, et donc il existe C1 et C2, donc forcément C1 est inférieur à C2, tel que les deux G' sont égaux à 0, et donc G' est dérivable sur C1, C2, et donc là aussi je peux appliquer Rolle, parce que je sais que G'... Alors, je sais que G' est dérivable parce qu'en fait, G est deux fois dérivable. D'accord?
Donc, comme j'ai pris mes dérivables, je lui applique rôle entre C1 et C2. Il existe C appartenant à C1, C2, tel que G de C est égal à 0. Et donc, c'est terminé dans le cas n égale 2. Supposons que la propriété soit vraie à l'ordre n. G s'annule. Alors maintenant, je suppose que G s'annule en n plus 2 points. Alors, je suppose que G d'abord a n plus une fois dérivable. Et qu'elle s'annule en n plus 2 points, qui sont donc A1 jusqu'à An plus 2. Et donc, comme G est dérivable, je peux appliquer rôle à chaque AK plus 1. Je vais avoir C1 jusqu'à Cn plus 1, tel que G' de CK est égal à 0, quel que soit K. Ils sont tous en ordre croissant strict là. On applique maintenant l'hypothèse de récurrence à G', qui est n fois dérivable. Et donc, eh bien, comme j'ai cette relation-là, d'après l'hypothèse de récurrence, il existe C, tel que la dérivée énième de G' en C est égale à 0. Mais donc ça veut dire que la dérivée n plus unième de G en C est égale à 0. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Et donc, par le théorème de récurrence, je vois qu'elle est toujours vraie. Question 2.1, GC de AJ est égal à F de AJ moins P de AJ, ça fait 0. Moins ça, et ça c'est nul, parce que pour K égale J, ici ça va faire 0. Donc GC de AJ est égal à 0, et GC de C est égal à ça, facteur de ça. D'accord? Et ça fait 0, parce que ça fait 1. Donc GC s'annule en A1 jusqu'à N, et C, et ça fait bien N plus 1 point. Alors, question de 2, P c'est infini, ça c'est un polynôme, c'est infini, et F est de classe Cn, donc GC va être de classe Cn. GC s'annule en N plus un point distinct, donc GC à dérivée énième s'annule au moins une fois. 2.3, HC est un polynôme de degré n, donc sa dérivée énième est un polynôme constant égal à lambda. Le coefficient xn dans HC, c'est ça, divisé par ça. Donc lambda va être égal, parce que chaque fois qu'on dérive xn, il y a un n qui apparaît. Donc au total, quand on dérive n fois, il y a factoriel n sur ça. Donc HCn, enfin la dérivée énième de HC, va être égale à ça, à cette constante. G de x, alors c'est en fait GC de x. GC de x, c'est égal à f de x moins p de x moins f de c moins p de c fois, HC, hein, ce truc-là, c'est HC de x. Donc la dérivée énième de GC en x va être égale à la dérivée énième de f en x moins la dérivée énième de p en x moins ça fois la dérivée énième de HC en x. Et comme la dérivée, alors p de degré inférieur ou égal à n-1, sa dérivée énième est égale à 0. Donc ça vaut 0. Donc on trouve f énième de x moins ça fois, et ça, c'est ça. Donc voilà ce qu'on trouve. 3.1, GC énième, voilà, c'est plutôt ici qu'il faut la mettre, s'annule en U appartenant à B, je l'appelle U. Alors, pour éviter de faire le petit signe là qu'ils ont mis dans le texte, qui est pas facile à écrire. Donc moi, je le remplace par U. Donc f énième de U va être égal à lambda, non, c'est f de C moins p de C, pardon, factoriel n sur ce produit-là. D'accord? C'est-à-dire, en fait, je dis que ça fait 0 quand je remplace x par u, donc ça fait f énième de u est égal à ça. Voilà. Donc ça implique que f de c moins f de p, je fais passer ça de l'autre côté, est égal à f énième de u multiplié par ce produit divisé par factoriel n. J'appelle ça 1. Si c est égal à j, si je calcule f de c moins p de c,
bah, ça fait f de aj moins p de aj, et ça, on sait que ça fait 0. Et puis, de l'autre côté, si je fais le produit, je remplace c par aj, des aj moins k, bah, pour k égale 1 à n, à un moment donné, k va être égal à j, et donc ce produit va être nul. Donc je vais obtenir 0 égale 0, la tête à Toto, donc 1 reste vrai. Question 3, valeur absolue de f de c moins p de c. Donc eh bien, je peux dire que c'est ça, d'accord, puisque j'ai dit que f de c moins p de c est égal à ça, je prends la valeur absolue. Et f est de classe Cn, donc f énième, et continue sur AB, va être borné et atteint ces bornes. Donc il existe un y appartenant à AB tel que le sub de ça soit égal à f énième de y. Le polynôme, lui, est classe C infini, donc lui aussi est borné sur AB, donc il existe un z tel que le produit des... Alors c'est pas des y moins... c'est des z moins AK, est égal au sub des produits des x moins AK. Et ça, c'est le sub des produits de valeur absolue de x moins AK. Valeur absolue du produit est égale à produit des valeurs absolues. Donc j'ai valeur absolue de f de c moins p de c, qui est donc égal à ça. Donc je vais pouvoir dire ça, c'est inférieur ou égal à f énième de y. Ça, c'est égal à ce produit-là, mais en z. D'accord ? Et donc ça, c'est exactement le sub des f énième de x. Ça, c'est le sub des produits des x moins ak. Et puis j'ai le factoriel n en dessous. Suite du corrigé. Question C, grand 1, petit 1. F de 0 égale 0. C'est le sinus. F de pi sur 2 égale 1. F de pi égale 0. P de x égale 0 L1 plus 1 L2 plus 0 L3 égale L2. L2 qui vaut ça et qui vaut ça. La dérivée troisième du sinus, c'est ça. Donc le sub sur 0 pi, c'est ça, c'est 1. Et on sait que ça, c'est inférieur ou égal à 1 sur factoriel n, multiplié par ce sub qui vaut 1, multiplié par ce sub-là. Donc je vais m'intéresser à cette fonction, g de x égale x fois ça, divisé par 6. Donc sa dérivée, alors je dérive par rapport à x d'abord, puis ensuite par rapport à ça. Donc ça fait ça. C'est-à-dire u'v plus uv'. Et donc je développe et puis je trouve que c'est ça. Et donc le discriminant qui vaut 3 pi 2 positif, 2 racines qui appartiennent à 0 pi, qui me permettent de faire le tableau de variation. Donc j'ai pris une positif, négatif, positif, s'annule deux fois, croissant, décroissant. Et je vois que G prend ses valeurs entre G de alpha et G de bêta. Je calcule G de alpha en remplaçant x par alpha dans cette expression-là. D'accord ? Je vais faire le calcul, c'est très facile. Et ça fait pi cube racine de 3 sur 6 au cube. Et l'autre fait moins pi cube racine de 3 sur 6 au cube. Donc d'après le tableau de variation, G de x est entre ça et ça. Et donc le sub de G de x va être inférieur ou égal à ça. Et donc je peux dire que f de x moins p de x en valeur absolue est inférieur ou égal à pi de racine de 3 sur 216. Question 2, grand 2, petit 1. Dans le cas n égale 1, p0, c'est le polynôme d'interpolation entre 0 et pi. Q1 va être égal à p0, parce que je suis avec a1 égale 0, a2 égale pi. Q1 est égal à f de 0 fois ça, plus f de pi fois ça, ce qui fait 0 plus 0, parce que f de pi et f de 0 sont égaux à 0. Dans le cas n égale 2, j'ai P0 entre 0 et pi sur 2, P1 entre pi sur 2 et pi, P0 de x est égal à sinus de 0 fois ça, le sinus pi sur 2 fois ça, ce qui fait, ça fait 0, ça fait 1, donc 1 fois x divisé par pi sur 2, 2x sur pi, et puis P1 de x c'est sinus de pi sur 2 fois ça, plus sinus pi fois ça vaut 0. Et donc là, j'ai moins 2pi, parce que ça fait moins pi sur 2, donc moins 2pi facteur de x moins pi. Q2 de x va donc être égal à ça entre 0 et pi sur 2, ça entre pi sur 2 et pi,
Et c'est évidemment une fonction continue, puisque en pi sur 2, ça prend la valeur 1. D'accord? Voilà. Donc, voilà le dessin. Grand 2, petit 2, pk est continu sur cet intervalle-là, pour tout k compris entre 0 et -1. Et pk de k plus 1 sur n pi, bah, c'est sinus de k plus 1 pi sur n. Donc c'est aussi égal à p k plus 1 en k plus 1 pi sur n. Donc kn est continu. Qn est continu. Grand 2, question 3, g de x est égal à ça. Donc c'est un polynôme du second degré qui a cette forme, qui s'annule en k pi sur n, k plus 1 pi sur n. L'inf, on sait qu'il est obtenu entre les deux, donc pour ça plus ça divisé par 2, c'est-à-dire 2k plus 1 sur 2n pi. D'accord? Et sa valeur, je remplace x par ça. Donc quand je simplifie ici, je fais 2k pi sur 2n, en fait ça fait k pi sur n plus pi sur 2n. K pi sur n il s'en va, donc il va rester pi sur 2n. Et puis là, il va rester moins pi sur 2n. D'accord? Donc pi sur 2n multiplié par moins pi sur 2n, c'est moins pi 2 sur 4n2. Voilà. Donc je me retrouve avec ça. Et là, je vois que g de x en valeur absolue est inférieur ou égal à pi 2 sur 4n2. D'où le résultat. C de k de valeur absolue de f de x moins qn de x est égal à f de x, valeur absolue de f de x moins pk de x sur cet intervalle. Et donc là, comme il n'y a que deux termes, c'est inférieur ou égal à 1 sur factoriel 2, maximum de fnm de x moins maximum de ça. C'est ce qu'on a déjà démontré. Mais ça, c'est inférieur ou égal à 1 sur 4n2 pi 2. Et ça, c'est 1. Et donc, on obtient ça sur cet intervalle. On voit que ça ne dépend pas de k. Et donc, on a bien cette inégalité sur 0 pi. Alors, pour comparer, il faut comparer pi 2 sur 8n2 avec pi au cube racine de 3 sur 216. Alors on a ça, si n2 est supérieur à ça, facile à vérifier. Calculatrice donne n supérieur ou égal à 3. Donc la première méthode donne la meilleure approximation pour n inférieur à 3 et la seconde pour n supérieur ou égal à 3. D grand 1, pour n égale 2, on a ça. Pour n égale 3, on développe par rapport à la première colonne. Donc 1 fois ce déterminant, moins 1 fois celui-là, plus 1 fois celui-là, ça nous fait ça qu'on peut écrire comme ça. D2 petit 1, on a la base de Rn-1 de x, qui est ça. Pour k compris entre 0 et n-1, x puissance k a pour image ce vecteur-là, dont on retrouve les coordonnées dans la colonne k plus 1, et pour k égale 0, ça donne que des 1, d'accord, colonne 1. Donc A est bien la matrice de F. Petit 2, si les AK sont 2 à 2 distincts, on a vu que F alors est bijective, donc A est inversible. Et sinon, on a deux colonnes pareilles, donc A n'est pas inversible. Donc on voit que A est inversible si et seulement si les AK sont 2 à 2 distincts. 3 petit 1, P est un polynôme de degré n-1, son terme de plus haut degré c'est xn-1, donc P de x égale xn-1 plus somme de 0 à n-2 de lambda k xk, le résultat. La kème ligne, ça va être pour la question 2. Quand k est compris entre 1 et n-1 de x égale ce vecteur-là, ça va être quoi? Ça va être ak à la puissance n-1 plus lambda 2, lambda n-2, là on va trouver ak à la puissance n-2, plus lambda n-3, ak à la puissance n-3, etc. On va finir par lambda 1 ak, plus lambda 0 fois 1, c'est-à-dire P2 ak. Alors si k est compris entre 1 et n, eh bien on sait que A1 jusqu'à AN, c'est les racines de P, et donc P de AK vaut 0, et donc la kème ligne est égale à 0. Et si K égale N, la nème ligne, c'est P de AN, d'après ce qu'on vient de voir. Donc en fait, on a X qui est égal à ça. Voilà. Petit 3, on prend la matrice A, et on remplace la dernière colonne Cn par ça. D'accord? Donc ça veut dire que A est transformé en B,
Alors B, ça va être quoi? Ça va être cette matrice-là, sauf que là, à côté, il va y avoir la... Bon, il y aura une ligne de plus, bien sûr, et puis la dernière colonne, hein, ce sera celle-là. Et donc, quand on va développer B, on pourra dire que déterminant de A est égal à déterminant de B. Et quand on va développer rapport, là il n'y a que des zéros, et là il y a P de AN, donc ça fera P de AN fois ce déterminant. Donc P de AN fois le déterminant de M, d'accord? C'est-à-dire P de AN fois le déterminant de cette matrice. Question 2,4 par récurrence sur N. En commençant à n égale 2, c'est évident. Si on suppose la propriété vraie à l'ordre n, on prend une matrice d'ordre n plus 1. On a vu que son déterminant est égal à P de n plus 1 fois cette matrice-là, la déterminante de cette matrice-là, avec le polynôme P qui est égal à ça. Mais d'après l'hypothèse de récurrence, le déterminant de B est égal à ça. Et donc le déterminant de A va être égal à ça multiplié par P de n plus 1, c'est-à-dire le produit des AN plus 1 moins AK. Et donc ça fois ça, c'est évidemment le produit des AI moins AK pour ça. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1 et par le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Question 5, on peut dire que déterminant de A égale 0 équivaut à les AK sont 2 à 2 disjoints, hein, puisque le déterminant est égal à ça, bon, il est égal à 0, il est différent de 0 par contre. Si et seulement si les AK sont 2 à 2 disjoints. Question E1, c'est une parabole qui doit passer par ces 3 points-là. Ça équivaut donc à ces 3 équations, un système de 3 équations. Si par exemple AI est égal à J, on va avoir ça et ça. Mais ici, je peux remplacer par AI, donc ça fera ça. Et donc, je vais obtenir que BI égale BJ, donc le point AI sera confondu avec le point AJ, puisque AI égale AJ et BI égale BJ, et c'est faux, puisque les points sont 2 à 2 distincts. Donc il n'y a pas de solution si deux des points ont la même abscisse. Donc, maintenant on suppose qu'ils n'ont pas la même abscisse. Donc le système S, formé de ces 3 équations, il est évident qu'il est équivalent à dire ça. Et donc il y a une seule solution en alpha, bêta, gamma, puisque ici on a une matrice inversible parce que les AI sont 2 à 2 distincts. Question 3b, le système S est équivalent à ça. Ce qui équivaut à dire que je garde la première. La deuxième, je divise par A2 moins A1. Donc ça me fait ça, je peux, puisque A2 est différent de A1. Et la troisième, pareil. Donc c'est équivalent à ça. Là j'avais fait L2 moins L1 et là L3 moins 1. Je garde l'équivalence. Là je ne change pas 1, je ne change pas 2 et je remplace 3 par 3 moins 2. Et donc je vais avoir alpha, facteur de A, 3 ou 2 moins 3, j'ai fait 2 moins 3. Donc A1 plus A2 moins A1 moins A3 est égal à B2 moins B1 sur ça, moins, c'est ça, moins ça, B3 moins B1 sur ça. Donc ça fait ça fois ça, d'accord, moins A2 moins 1, facteur de B3 moins B1, j'ai bien ce déterminant, qui va être divisé par A2 moins 1, A3 moins 1, d'accord, A2 moins 1, A3 moins 1, et j'ai évidemment, ici il me reste, le A1 s'en va, A2 moins A3, d'accord. Alors ça je peux l'écrire comme ça, il y a un moins ici parce que delta, si je prends pour delta cette matrice là, normalement il faudra avoir A3 moins A1, A3 moins A2, A2 moins 1. Donc là il y a un petit problème ici, donc je mets un moins. Bon, ceci dit, si j'échange les deux colonnes, je vais bien avoir la division de ce déterminant-là par question 3c, alpha égale 0, ça équivaut donc à dire ça, ce qui équivaut à dire ça, en échangeant les deux colonnes, hein, ce qui équivaut à dire ça, en prenant la transposée. Et donc ça équivaut à dire que ces deux vecteurs sont collinéaires, puisque ça, ce sont les coordonnées des vecteurs A1, A2, A1, A3.
Donc alpha égale 0, ça équivaut à dire que A1, A2, A3 sont alignés. Là, la question petit 4, la courbe d'équation y égale alpha x2 plus bêta x plus gamma est une parabole si et seulement si alpha est différent de 0. Ce qui équivaut à dire que A1, A2, A3 ne sont pas alignés. Donc le problème a une solution si et seulement si les AI sont deux A2 distincts et que les points ne sont pas alignés. Ce qui équivaut à dire que ces trois droites-là sont non parallèles à D, d'accord, et que A1, A2, A3 ne sont pas alignés. Le grand 2 petit 1, on suppose donc A1, A2, A3 alignés. S'il existait une parabole P, elle aurait un axe de symétrie. On prend D pour axe des symétries, pour axe des ordonnées, je veux dire, on prend un repère où D est l'axe des ordonnées. L'étude précédente montre que A1, A2, A3 ne sont pas alignés ou qu'il existe AI égale à J. Alors comme là, on les a supposés alignés, on est donc dans ce cas-là. Mais alors, alpha i carré plus bêta i plus gamma égale alpha j carré plus bêta j plus gamma, puisque AI égale à J. Et ça veut donc dire que AI sera égal à J, ce qui est faux. Grand 2 petit 2, soit delta l'ensemble des droites non parallèles aux trois côtés du triangle, donc il y a une infinité de droites comme ça, donc c'est un ensemble infini. Et pour chaque droite, il y a une parabole d'axe D, solution du problème, donc il y a une infinité de solutions. Et une infinité de solutions parce que si je change de droite, évidemment, je change de parabole. Là, j'ai une parabole est unique. Les directions de leurs axes sont données par les droites non parallèles à 1, à 2, à 1, à 3, à 2, à 3. Problème 2, bon, mais facile de voir que D1 égale 2, D2 c'est le déterminant, ça fait 3, D3, bon, on développe par rapport à la première colonne et on trouve que ça fait 4. Dn, ben lui aussi on va le développer par rapport à la colonne 1, donc ça fait 2 fois celui-là, moins 1, c'est-à-dire plus 1 fois le déterminant qui est ici. Et donc ça fait 2dn-1, et puis alors ce déterminant qui est ici, ben, je le développe par rapport à la première ligne, et je trouve que c'est moins 1 fois ce déterminant-là. Donc ça fait moins 1, c'est-à-dire moins 1, multiplié par moins 1, c'est celui-là, et le déterminant qui reste ici, c'est dn-2. Donc ça fait dn égale 2dn-1, moins dn-2 pour n supérieur ou égal à 3. D'accord? Question 3. On a D1 égale 2, D2 égale 3, D3 égale 4. On a envie de dire que dk est égal à k plus 1. Supposons qu'il soit égal à k plus 1 pour tout cas qu'on peut être 1 et n. On prend n supérieur ou égal à 3. Alors, dn plus 1 est égal à 2dn moins dn moins 1. Ça fait 2 fois n plus 1, moins n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n, ça fait n plus 2, c'est-à-dire n plus 1 plus 1. Donc c'est vrai à l'ordre n plus 1. Donc d'après le théorème de référence, dn est toujours égal à n plus 1, quel que soit n appartenant à n étoiles. Et dn, c'est le déterminant de an, qui est donc positif, donc différent de 0. Et donc an est inversible. Grand 2 petit 1, u égale a n moins 1 puissance moins 1 fois b, ça équivaut à ANU égale b, ce qui nous fait ça, et je vous laisse vérifier. Donc pour la première, ça équivaut à dire ça, pour la dernière, ça fait ça, et pour toutes les autres, ça fait ça. Donc si je pose u0 égale 0 et un plus 1 égale 0, je vais avoir ça, quel que soit i. Alors ça montre qu'il y a unicité de u, donc si on veut démontrer que l'unique solution c'est ça, il suffit de vérifier en fait que ça c'est une solution. Donc pour ça il faut vérifier que 2u1 moins u2 en remplaçant par ça, ça nous fait b1 c'est-à-dire 1. Bon là c'est égal à ça, je laisse vérifier, et ça fait bien. Et pour la dernière 2un moins un moins 1, donc ça fait n fois ça, moins n moins 1 c'est du calcul. Donc ça fait 1, c'est égal à bn, et pour toutes les autres, 2ui moins ui moins 1 moins ui plus 1, ben ça fait i fois ça, moins i moins 1 fois ça, moins i plus 1 fois ça. Bon ben après c'est du calcul, je sépare i du reste, je calcule et je trouve 1, c'est-à-dire bi. Et donc ça c'est vrai, quel que soit i allant de 1 à n,
Et donc, ça prouve que ça, c'est solution, et comme il n'y en a qu'une, c'est l'unique solution. Voilà, l'unique solution. Alors, ça, il faut bien noter que c'est toujours supérieur ou égal à 0. Cette fonction, alors c'est de la forme x vecteur de n plus 1 moins x sur 2, fonction polynôme de degré 2, numéro 0 et n plus 1, ça c'est tableau-là, ça nous donne ce tableau de variation, maximum en n plus 1 sur 2, et quand je le calcule, ça nous fait n plus 1 carré sur 8. Donc f de x est toujours inférieur ou égal à ça sur ça, donc aussi sur ça. Et donc ça veut dire que les AI vont être inférieurs ou égales à ça. D'accord. Voilà. Le plus grand est donc aussi inférieur ou égal à ça. 2, 3a, uj égale le min de ça, avec j le plus grand possible. Supposons que j soit différent de 1 et de n. On a à ce moment-là ça, qui implique que uj plus 1 est égal à ça, mais uj est inférieur ou égal à uj moins 1, parce que j c'est le plus grand, donc ça fait uj inférieur ou égal à uj moins 1, donc à ça. De ça, je tire que uj plus 1 plus bj plus 1 est inférieur ou égal à uj, mais bj plus 1 est positif ou nul. Donc uj plus 1 est inférieur ou égal à uj plus 1 plus bj plus 1, qui est inférieur ou égal à uj. Donc uj plus 1 est inférieur ou égal à uj, qui contredit le fait que j est le plus grand. Donc j plus est égal à 1 ou n. Si j est égal à 1, on a toujours ui qui est supérieur ou égal à u1, quel que soit i allant de 1 à n. 2u1 moins u2 est égal à b1, u2 est supérieur ou égal à u1, donc 2u1 qui est égal à b1 moins u2 va être, ça implique 2u1 supérieur ou égal à b1 plus u1, et donc ça implique que u1 est supérieur ou égal à b1, donc supérieur ou égal à 0, puisque b1 est supérieur ou égal à 0. Mais quel que soit j, uj est supérieur ou égal à 1, donc quel que soit j, uj est supérieur ou égal à 0. C'est la même chose dans le cas j égale n, un est supérieur ou égal à un, et moins un plus 2un est égal à bn. Donc un égale 2un moins bn, donc 2un moins bn est supérieur ou égal à un, puisque un est supérieur ou égal à un, et donc ça me fait que un est supérieur ou égal à bn, supérieur ou égal à 0. Mais quel que soit j, uj est supérieur ou égal à un, donc supérieur ou égal à 0, d'où le résultat. Question 3b, uj est égal au petit des ui. Si on a vu que j est égal à 1 ou n, si j égale à i supérieur ou égal à 1 implique ui est supérieur à u1. Si l'un des ui est négatif, alors u1 est négatif, car u1 c'est le plus petit, mais 2u1 moins u2 égale b1, donc u2 est égal à u1 plus u1 moins b1, ça c'est négatif, b1 est positif, donc le résultat est inférieur à u1, donc u2 est inférieur à u1, ce qui est impossible parce que u2 est supérieur à u1. Si j égale n, c'est à peu près pareil, i est inférieur ou égal à n implique ui supérieur ou égal à un, et si l'un des ui est négatif, alors un est négatif. Mais moins un moins 1 plus 2un égale bn, donc un-1 est égal à 2un moins bn, et ça nous fait un plus un moins bn. Lui, il est négatif, ça c'est positif ou nul, donc le résultat est inférieur à un, ce qui est faux parce que un moins 1 est supérieur ou égal à un. Conclusion, tous les ui sont supérieurs ou égaux à 0. Alors ici, eh bien, si j'appelle B' ce vecteur, j'ai évidemment bêta moins BI qui est égal à B'I, qui est positif parce que BI est inférieur ou égal à bêta, parce que bêta c'est le sud des valeurs absolues de BJ, hein, et donc le BI en question, en valeur absolue, va être inférieur ou égal à bêta, et ça veut dire que le sud de moins BI et de BI est inférieur ou égal à bêta, donc BI est inférieur ou égal à bêta. D'accord? Donc finalement, je vais avoir le B'I qui est positif, et d'après la question 3b, le VI va être positif, quel que soit I. Et ici, si je prends ça, que j'appelle B seconde le vecteur, je vais avoir cette relation. Là aussi, c'est positif parce que moins BI est inférieur ou égal à bêta, parce que valeur absolue de BI est inférieure ou égale à bêta, car donc le sub de moins BI est BI, hein, car, oui, alors ça c'est car, hein, donc, si vous voulez, je devrais écrire là. Donc le sup
de moins BI et de BI est inférieur ou égal à bêta. Donc j'ai bien ça. Et donc là aussi, le résultat du 3B nous dit que WI est supérieur ou égal à 0, quel que soit I. Voilà. V plus W, bah, ça fait ça, et donc par la linéarité, ça nous fait AN-1 de 2 bêta fois ce vecteur, donc 2 bêta AN-1 de ça. Et AN-1 de ça, eh bien, si je l'appelle X, le vecteur, d'après la question 2, le max des XI est inférieur ou égal à N plus 1 carré sur 8. Donc VI plus WI qui est égal à 2 bêta XI, eh bien, va être inférieur ou égal, parce que bêta est positif, à 2 bêta N plus 1 au carré sur 8, c'est-à-dire bêta N plus 1 au carré sur 4. Dans la question 4C, U, ce vecteur est égal à A moins 1 de B, W moins V est égal à N-1, je fais la même chose, hein, sauf que c'est moins ici. Il va me rester AN-1 de 2B, c'est-à-dire 2 AN-1 de B par linéarité. Et donc ça veut dire que WI moins VI est égal à 2 fois UI. Donc UI est égal à W moins I moins VI sur 2. Mais comme les VI sont positifs, WI moins VI sur 2 est inférieur ou égal à VI plus WI sur 2. Donc j'ai ça qui est inférieur ou égal à ça. Et ça, c'est inférieur ou égal à bêta N plus 1 au carré sur 4. Donc divisé par 2, ça nous fait 8. Voilà, la partie B, grand 1, petit 1, F' est continu, donc f de A plus ce truc-là, c'est F de A plus F de B moins F de A, c'est-à-dire F de B. De le résultat, pour la deuxième, eh bien on intègre par partie, parce que F seconde est continu, donc ça je l'intègre, ça nous fait ça, puis je dérive le B moins T qui me fait moins 1, donc moins somme de moins F', et donc ça fait là en B, ça va s'annuler. Quand je remplace par A, ça fait moins F' de A, B moins A. Et là, ça fait plus F de B moins F de A. Donc F de B va être égal, j'envoie F de A de l'autre côté, j'envoie ça de l'autre côté, plus F' de A facteur de B moins A, plus la somme de A à B de F seconde de T, B moins T dt. Question 1.3, par récurrence sur N supérieur ou égal à 1. Pour N égal à 1, on a ça. Donc ça fait 1, ça fait 1. Donc ça fait... oui, on a ça qui est égal à ça. Et ça fait F de A plus F de B moins F de A, ça fait F de B. Donc c'est bon. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n et que F est de classe Cn plus 1. Donc elle va être de classe Cn et donc on aura ça avec I égale ça. On va intégrer par partie. Donc on l'intègre comme ça, en intégrant d'abord B moins T à la puissance N moins 1. D'accord, alors il y a un moins à cause du moins T. Et puis ensuite plus ça. Voilà. Et donc ça nous fait quoi? En B ça fait 0, puis en A ça annule le moins, et ça fait F énième de A, B moins 1 à la puissance N sur factoriel N. Donc en fait quand je remplace I par ça, je trouve exactement ça. Donc la propriété est vraie à l'ordre N plus 1, donc c'est toujours vrai. De 1, F, la dérivée énième est continue sur AB, donc bornée, donc M est ici. Grand 2, petit 2, alors si j'appelle J la valeur absolue de ce truc-là, je peux dire que c'est inférieur ou égal à ça, et que ça c'est inférieur ou égal à Mn, ça c'est positif, parce que B est supérieur à A, et donc je peux sortir ça, j'intègre ce truc-là par moins B moins T à la puissance N sur factoriel N, je remplace par B, ça fait 0, et par A, et je trouve ça. Et donc, comme ça, c'est égal à J, et ça va être inférieur ou égal à Mn, B moins 1 à la puissance N sur factoriel N, d'où le résultat. La question C1, G et C2 donc continue, soit G une primitive de G, par exemple G de X égale somme de 0 à X de G de T dt, de classe C1, et bien F seconde égale G, ça équivaut à dire que la dérivée de F' est égale à G, donc F' est égal à grand G plus K, où K est un nombre réel. Soit H est une primitive de G, ce qui est possible parce que G est continu. Par exemple, H de X égale somme de 0 à X de G de T dt. G est continu et elle est dérivable même. On continue. De classe C1, d'accord, parce que c'est dérivable et que la dérivée est continue. F va donc être égal à h plus kx plus mu, et réciproquement, si je prends la dérivée seconde de h plus kx plus mu,
je vais trouver HP plus K plus 0, c'est-à-dire G, dérivé de G plus K, c'est-à-dire G plus 0 égale G. Alors maintenant, pour avoir F0 égale A, ben, je remplace ici, hein. H de 0, ça fait 0, donc ça fait mu égale A. Et puis pour avoir F de 1 égale B, ben, il suffit d'avoir H de 1 plus K plus, je remplace X par 1, plus mu, mais mu vaut A égale B, et donc je vois que K va être égal à B moins A, moins H de 1, c'est-à-dire moins somme de 0 à 1 de G de T dt. Et donc je vois qu'il y a unicité de mu et de K, et donc il y a bien, ça répond bien à la question. C'est-à-dire qu'il y a une unique fonction f, solution de ça et vérifiant ça. Alors f et c4, pourquoi? Parce que f seconde est égal à g et que g est deux fois dérivable avec sa dérivée seconde qui est continue. Donc ça prouve bien que f est de classe C4. Question 2, grand A est égal à ça, que je peux décomposer comme ça avec B et C. Je vous laisse vérifier si c'est évident. M est égal à ça. Bah, d'après ce qu'on a vu précédemment, on a valeur absolue de B qui est inférieure ou égale à H4 sur 24M, idem pour C. L'inégalité triangulaire, donc valeur absolue de A est inférieure ou égale à 1 sur H2, valeur absolue de B plus valeur absolue de C. Et donc ça nous fait ça. Voilà. Alors on s'est placé là dans le cas n égale 4, A égale x pour B, A égale x, B égale x plus h, et pour C, A égale x, B égale x moins h. 3, B est égal à ANU. Bon, on a cette relation, puisque G de xi c'est f seconde, G c'est f seconde. Et donc B est égal à moins H2 vecteur, ce vecteur-là. C'est-à-dire moins 1 sur n plus 1 au carré, le vecteur de G de xi. H est égal à 1 sur n plus 1. ANF, c'est ce vecteur-là. Et donc AN, facteur de f moins u, qui est égal à ANF moins ANU, ça va être ANF, ce vecteur-là, d'accord, moins ANU, alors moins ANU, ça fait moins B, en fait, donc ça fait plus 1 sur, voilà. Et donc, ça nous fait H2, facteur de ça divisé par H2. Bon, bah ça c'est H2, donc si je divise par H2, ça va être ça. Mais ça, c'est pareil que xi plus h c'est xi plus 1, xi moins h c'est xi moins 1, et puis j'ai cette relation-là, d'accord, qu'on a démontré, parce que ça c'est g de xi. Et donc les coordonnées yi de an, facteur de f moins u, qui sont ces coordonnées-là, vont vérifier que valeur absolue de yi est inférieure ou égale à mh2 sur 12 multiplié par h2, c'est-à-dire mh4 sur 12. Question 3, bêta égale le max des yi, des valeurs absolues de yi, donc inférieure ou égale à mh4 sur 12. Donc les coordonnées f de xi moins ui en i, bah, j'applique la partie A là, vf moins u, vérifie ça inférieur ou égal à bêta sur n plus 1 carré sur 8, ce qui fait mh4 sur 12 fois n plus 1 carré sur 8, ce qui fait m sur 96 n plus 1 carré, puisque je remplace h par 1 sur n plus 1 carré. Bon, la précision, pardon, devient intéressante quand n est grand, puisqu'elle est en 1 sur n au carré.